À l'agenda donc du comité des risques, je voudrais insister sur deux catégories de risques que généralement on ne voit pas dans les processus et pour lesquels le contrôle n'est pas forcément évident, mais qui sont bien en tête des membres de la gouvernance. Je veux parler ici du risque de réputation et des risques juridiques. On va voir un petit peu comment peuvent être pris en compte de ces risques. Hein. Et souvent, moi je considère que ces risques de réputation et ces risques juridiques sont très directement en lien avec la gouvernance. Et donc la gouvernance est vraiment en première ligne là-dessus pour essayer de limiter ces risques. Et quand on parle de bonne gouvernance ou d'effet de la bonne gouvernance, je pense qu'un des effets, c'est de limiter ce risque de réputation et c'est évidemment d'éviter de se retrouver en risque juridique avec des amendes ou des condamnations pénales parfois pour les dirigeants et les administrateurs de l'entreprise. On va voir où se situent ces zones de risque. Hein. Ils se situent principalement au niveau de la nomination des principaux dirigeants exécutifs et des nouveaux administrateurs. Et là, je viens sur le rôle du comité des nominations. On a vu que ce comité des nominations pouvait être regroupé avec le comité des rémunérations. Moi, je parle ici donc plutôt du côté nomination. Je pense que le premier risque, ou un très grand risque pour la gouvernance, c'est de désigner, c'est de choisir un dirigeant exécutif ou un administrateur qui véritablement ne dispose pas de l'honorabilité et de toutes les qualités requises pour être un dirigeant de l'entreprise. Évidemment, ça n'arrive pas très très souvent, mais on a le sentiment parfois que les conseils ont fait une erreur en choisissant telle ou telle personne, et telle ou telle personne met en risque l'entreprise parce qu'elle a des comportements, des pratiques ou fait des déclarations qui portent préjudice à l'image de l'entreprise. Donc on n'en parle pas souvent, on ne le trouve pas souvent dans les travaux académiques ou dans les livres sur la gouvernance, mais je considère que la capacité à nommer les bonnes personnes et l'efficacité d'un comité des nominations, c'est de faire en sorte que les dirigeants qui sont nommés vont servir les intérêts de l'entreprise. Donc ce comité des nominations doit bien fonctionner pour identifier les candidats qui vraiment vont faire l'affaire, pour là aussi arriver à faire des propositions, d'abord au Conseil. Donc là, on a je dirais, une organisation de la nomination qui est en plusieurs étapes. Hein. Donc il y a le comité des nominations qui opère une première sélection, qui va éventuellement maintenir simplement peut-être 2 candidats pour un poste, mais qui va éliminer les autres. Donc le comité des nominations travaille à ça. Pour les dirigeants exécutifs, et donc ce comité s'occupe principalement du DG et des DG délégués dans le cas des conseils d'administration et des membres de directoire dans le cas d'un dispositif avec un conseil de surveillance. Donc il s'occupe des nominations de 3, 4, 5 dirigeants exécutifs du plus haut niveau. Et évidemment, il s'occupe du choix des administrateurs, du renouvellement des administrateurs. Devant le conseil, eh bien, il va proposer les candidatures des dirigeants exécutifs. Ces dirigeants exécutifs peuvent venir devant le Conseil pour évidemment soutenir leur candidature. Ce n'est pas forcément une obligation, mais c'est le cas. Dans les grands groupes, ces dirigeants exécutifs font l'objet d'une validation préalable pour être autorisés à venir se présenter devant un Conseil. Donc ça s'arrête là en général. Hein, c'est le Conseil qui est souverain pour choisir les dirigeants exécutifs, ça ne remonte pas jusqu'à l'Assemblée générale. Par contre, évidemment, on l'a déjà vu, pour les choix des administrateurs, le Conseil valide la proposition du comité des nominations, mais après, c'est bien l'Assemblée générale qui va être en charge de voter et de valider le choix de tel ou tel administrateur. Alors on voit aussi parfois que les administrateurs ne s'expriment pas vraiment devant l'Assemblée générale, ou on ne demande pas aux administrateurs de soutenir leur candidature, des fois oui, donc là les pratiques sont assez différentes, mais en tout cas il faut que ces comités travaillent bien et que ces comités soient suivis, le comité des nominations, de façon à éviter les erreurs en matière de recrutement qui sont toujours
fortement préjudiciable pour une entreprise. Et on va le voir également, c'est à ce niveau-là, et ça peut créer du risque de réputation, que l'on va également définir les rémunérations. Je reviendrai un peu plus en détail sur les rémunérations des dirigeants par la suite, mais c'est également un rôle du comité de rémunération et des nominations de définir les compensations pour les membres de conseil et les rémunérations pour la direction générale. Je reviendrai sur le dernier point de ce module, sur cette question particulière qui fait aujourd'hui beaucoup de débats. Mais là aussi, je dirais que si le Conseil ne fait pas attention aux pratiques de rémunération et que le Conseil se lance dans des politiques de rétribution qui sont trop ou jugées excessives, cela fait porter un risque de réputation à l'entreprise dans son ensemble. Alors ensuite, toute une série de risques de réputation proviennent de manquements à l'éthique et à la conformité que j'évoquais tout à l'heure en parlant du contrôle interne. Donc on voit que des problèmes de réputation apparaissent parce qu'on a mal exécuté un certain nombre d'opérations, on a causé des préjudices à la clientèle, et donc tout ça effectivement amplifié par des médias. Il y a certains secteurs qui sont fortement sous le regard des médias, et donc dès que vous allez faire ou prendre une décision, celle-ci va être commentée, reprise, et c'est à cause de ça effectivement qu'on se retrouve avec un discours négatif sur l'entreprise. On le voit au sujet de quelques nominations, on le voit au sujet de quelques rémunérations. C'est l'objet souvent de débats très durs et souvent l'image en pâtit. Alors ce risque de réputation, il ne s'évalue pas facilement, mais on sent bien qu'il y a éventuellement un ralentissement de l'activité, un ralentissement du chiffre d'affaires. Voilà. On ne peut pas faire d'évaluation financière de ce type de risque, mais tout le monde, tous les dirigeants, tous les gens de la gouvernance ont bien en tête qu'il y a un préjudice qui est porté à l'entreprise, même s'il est difficile à évaluer. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, eh bien, tous ces manquements que je viens d'évoquer débouchent sur des plaintes de la part de tiers ou parfois de la part de membres de l'entreprise elle-même. Et dès que vous êtes dans un régime donc, de plainte, ben, vous faites face à un risque pénal, ou de façon plus générale, un risque juridique. On l'a vu, les amendes de la BNP, par exemple, pour des opérations qui s'étaient poursuivies sur des pays sous embargo. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple symbolique aujourd'hui d'un risque juridique extrême qui peut se traduire par des amendes lourdes pour les sociétés en question. Et puis, on voit aussi régulièrement des dirigeants financiers qui sont soumis à des condamnations pénales parce qu'ils ont pris des décisions non conformes avec la réglementation. Voilà, et souvent, on s'aperçoit qu'ils sont tous surpris d'être dans cette situation-là. Voilà, donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien du ressort de la gouvernance que de limiter l'exposition de l'entreprise et de ses membres et de ses dirigeants à ces risques juridiques.